J'adore ça, moi. Les livres qui me plaisent le plus en tant que lecteur sont les livres qui ont toujours une mise en abîme, la littérature dans la littérature. Le cinéma, c'est pareil. Ce que je préfère, c'est les films qui sont sur le cinéma ou qui mettent en scène des metteurs en scène, ou en tout cas où le cinéma est une question prépondérante dans le film. La Nuit américaine de Truffaut, tous ces films-là. En littérature, c'est pareil. Dès qu'il y a un ouvrage où des auteurs, des grands écrivains que j'aime par ailleurs, sont eux-mêmes personnages du roman, ou en tout cas, à partir du moment où la littérature, un genre littéraire, fait partie du questionnement de l'auteur et tente de répondre à cette question-là, moi ça me passionne. Donc après, quand je me suis mis à écrire ce premier roman policier, je ne me suis pas vraiment formulé ça comme ça. Je me suis dit, voilà, moi ce que j'aime, c'est d'abord, on ne sait pas qui écrit. On ne sait plus qui est qui. Est-ce que c'est l'auteur? Est-ce que c'est le traducteur? Est-ce que c'est l'éditeur? Est-ce que ce qu'on dit est vrai? Est-ce que ce qu'on nous dit on veut le faire croire que c'est vrai, en réalité c'est faux? Est-ce que c'est faux, mais en réalité c'est faux? Enfin voilà, c'est ce type de jeu-là. Donc dans les 4 bouquins qui sont parus chez 10-18, là sans arrêt il y a ce jeu-là, c'est-à-dire qu'il y a un faux avant-propos de l'éditeur, il y a des fausses notes de l'éditeur. Dans la dernière enquête du Chevalier du Pain, il y a même un faux traducteur. Le texte est forcément traduit de l'américain par un traducteur qui en réalité n'est pas traducteur de quoi que ce soit, puisque c'est moi qui l'écris en français. Mais sans arrêt, ce décalage, ce jeu sur l'écrit, quelle est sa valeur, quelle est sa place, est-ce qu'il faut croire dans ce qu'on nous dit, est-ce que ce qu'on nous dit est un jeu qui cache autre chose, c'est une activité que j'aime bien lire en tant que lecteur et que j'aime bien faire en tant qu'écrivain. Non, c'est vraiment pour le coup l'amour de ce type de littérature-là. Moi j'ai été baigné dans les littératures du XVIIIe, du XIXe siècle qui utilisaient à foison ce procédé-là. L'un de mes ouvrages de référence pendant très longtemps, ça a été le manuscrit trouvé à Saragosse, où alors là c'est même plus un tiroir, c'est une commode avec 36 000 tiroirs, ça qu'on ne sait même plus qui raconte. Et celui qui raconte au début de l'histoire devient un personnage secondaire dans une autre histoire. Un personnage qu'on croise devient le nouveau narrateur d'une nouvelle histoire qui va devenir elle-même comment dire, le contenu d'une nouvelle histoire. C'est le procédé mis en forme aussi par les Mille et une nuits sur un mode plus linéaire. C'est cette façon de raconter des histoires qui est, alors pour le coup, assez anglo-saxonne aussi. C'est-à-dire on a fait ça beaucoup en France à un moment, mais on le fait un petit peu moins. C'est-à-dire, je vais vous raconter une histoire. Dès le début, il y a un pacte qui est dit, c'est je vais vous raconter une histoire, et ce que je vais vous raconter est forcément incroyable, parce qu'à partir du moment où on s'instaure comme narrateur d'une histoire et qu'on l'affiche de façon évidente, on est beaucoup plus libre après pour raconter des choses qui sortent de l'ordinaire. J'en lis assez peu, à vrai dire. C'est très bien. Hein, il y a même certains bouquins que j'apprécie assez. J'aimais bien d'ailleurs certains. Enfin, dans l'autofiction, le principe pourrait être assez ludique au bout du compte, puisqu'on s'auto-raconte, mais on peut aussi aller très loin dans la fiction. Là où ça devient intéressant, c'est quand la personne qui se raconte, ou qui est censée se raconter, déborde dans l'imaginaire et où ça devient. Voilà, où ça devient complètement autre chose. Un peu comme ce que fait Régis Jouffret, qui lui n'hésite pas à passer d'un jeu narrateur réel à autre chose. Sinon, c'est pas un genre qui m'attire particulièrement en tant qu'auteur. Moi, je suis beaucoup plus, là pour le coup, héritier de toute cette tradition de fictionneurs français du 19e siècle qui aiment raconter des histoires plus ou moins fantaisistes, en tout cas avec la volonté de alors, d'où ce côté d'ailleurs fantastique, c'est-à-dire là aussi c'est un genre qui est assez peu prisé en France, le fantastique. Moi j'ai essayé de tenir les deux tenants, c'est-à-dire le côté censé être censément plus réaliste du côté policier, puisqu'en littérature policière on est censé raconter une histoire qui tient debout, qui a une logique interne assez implacable, et le côté fantastique qui là permet d'aller très très loin dans la fantaisie. Donc j'essaie de tenir ces deux, ces deux, ces deux ficelles en essayant de jongler l'une avec l'autre, enfin de jongler avec les deux. C'est compliqué. Moi, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, c'est les auteurs qui m'ont qui m'ont le plus marqué, qui m'ont donné envie d'écrire.
Donc moi je sais que quand j'avais 18-20 ans, j'avais un auteur, alors qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui, mais qui est Théophile Gautier. J'adorais Théophile Gautier. À 18 ans, je voulais écrire ma première nouvelle comme Théophile Gautier, parce qu'il avait écrit La Cafetière quand il avait 18 ans. J'essayais comme ça d'imiter. Alors mes premiers contes fantastiques étaient à la manière de Théophile Gautier. Après j'ai beaucoup lu Nerval parce que ça a été celui qui m'a donné envie d'écrire, alors qui m'a donné le goût du fantastique intériorisé, c'est-à-dire de la fantaisie, mais en même temps qui est le reflet d'une turbulence intérieure très forte, et comment faire en sorte que ce qu'on raconte, qui peut être assez rigolote, fantaisiste, est en réalité quelque chose de profondément ancré dans la personnalité de l'auteur. Après, j'ai beaucoup lu Cortázar, j'ai beaucoup lu les écrivains fantastiques sud-américains, beaucoup fantastiques. Hein. Après, j'ai découvert, mais plus tardivement, Conan Doyle, les écrivains anglais de la première partie du XXe siècle, même si Conan Doyle est plus 19e. Voilà, toute cette littérature-là, Stevenson, qui a été surtout de ses écrits théoriques sur l'art d'écrire, parce que quand on s'essaye aussi à l'écriture, moi je sais que au collège et au lycée, il y avait très peu de production écrite. C'était moi, je me souviens très bien en quatrième, qui avait proposé au professeur de français, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un concours de nouvelles? Ah, il m'avait dit, ce serait super idée, on va le faire. Bon, j'ai gagné le concours de nouvelles, mais j'étais le seul à en avoir écrit une. Donc ça limitait le... C'était plus facile de le gagner. Mais voilà, comme il y avait peu de production, je m'étais très vite aussi, très tôt, j'avais très tôt ressenti le besoin de lire des textes théoriques sur l'art d'écrire. Alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas toujours très facile, surtout émanant d'auteurs qu'on admire, et il y a eu Stevenson. Alors, par contre, Stevenson, on ne sait pas beaucoup, mais il a écrit pas mal de textes sur l'écriture. Et je sais par exemple que ça a été une façon de fonctionner qui m'a énormément marqué, parce que lui expliquait par exemple qu'il il n'écrivait pas à partir d'un scénario préétabli qu'il construisait, mais par rapport à des visions complètement éclatées de ce qu'il avait envie de faire. Par exemple, il expliquait que le docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'était une sorte de rêve qu'il avait eu, avec 3-4 visions comme ça très fortes, et qu'après il a reconstruit son bouquin par rapport à ces visions-là. Donc c'était une façon d'écrire très visuelle par rapport à des, pas des flashs, mais des petites scénettes comme ça qu'on a dans la tête très fortes, et après on construit ces histoires par rapport à ces scènes. Moi j'ai l'impression d'écrire un petit peu comme ça, c'est-à-dire que j'ai des 3-4 scènes très fortes que je sais avoir envie d'écrire et de raconter, et à partir de ça, je me dis voilà, quelle histoire je vais pouvoir raconter, quel scénario je vais pouvoir élaborer pour que ces 3-4 visions-là aient leur place, et qu'elles soient comme des petits diamants dans un écrin qu'on va essayer de fabriquer.